Bonjour, je suis Laurent Burg, je suis responsable formation continue à Dauphine. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire consacré ce matin aux banques centrales et aux perspectives de croissance. Véronique Riche-Flores nous fait le plaisir de vous proposer cette présentation. C'est une initiative de l'association CHEA Alumni, donc les anciens de notre master CHEA. Apparemment, la présentation a sauté. Je ne sais pas, Véronique, si vous pouvez la relancer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, quand je l'ai mise en plein écran, elle a disparu. La revoilà. J'espère que ça fonctionne bien. Je la remets en plein écran. Voilà. Voilà, toutes mes excuses, j'ai dû... Je vous en prie, merci beaucoup. Vous pouvez passer d'ailleurs, s'il vous plaît, à la slide suivante. Pour très rapidement, je ne vais pas être très long et je vais surtout laisser la parole à Véronique, mais très rapidement vous présenter l'université Paris-Dauphine. Vous connaissez certainement Dauphine, c'est une université, c'est aussi un grand établissement, ce qui lui permet de sélectionner ses candidats, ses étudiants. Elle est membre de la conférence des grandes écoles. Et accueille de nombreux étudiants chaque année. Alors en ce moment, je ne vous cache pas que l'accueil physique est un petit peu bousculé, comme vous devez l'imaginer, mais le nombre d'étudiants habituels à Dauphine, tout confondu, tourne autour de 10 000, donc c'est relativement important. Nous avons une accréditation EQUIS, qui est un label qualité international depuis plusieurs années, que nous allons relancer. C'est surtout une université ouverte sur l'international. Et qui propose une connexion, une relation particulièrement étroite avec les entreprises, ce qui donne la pertinence de son enseignement au regard, bien évidemment, de son activité de recherche, des enseignants-chercheurs qui font l'expertise de la communauté dauphinoise. C'est un membre fondateur de l'Université Paris Sciences et Lettres, groupement d'universités parisiennes, qui est aujourd'hui la première université française au classement du Times. Très rapidement, le service formation continue, Executive Education, qui est une référence universitaire française. Je crois que nous faisons partie des plus importants, au moins en termes de taille, des services formation continue de l'université en France. Nous avons plus d'une cinquantaine de formations diplômantes, plus d'une trentaine de formations certifiantes et un certain nombre de formations sur mesure intra-entreprise. Et parmi ce panorama relativement large de formations, nous proposons l'exécutive MBA CHEA. Véronique, si on peut passer la slide suivante. Merci beaucoup. Le CHEA, donc Centre des hautes études de l'assurance, a presque 75 ans, on peut le dire. Il a été, il y a quelques années, rattaché à Dauphine, est devenu un exécutif MBA. Plus de 75 ans, ça veut dire aussi un réseau d'anciens extrêmement important, puisque 500 cadres de l'assurance ont été diplômés de cette formation depuis sa création, et l'association qui les réunit est très active dans la promotion de ce dispositif de formation d'excellence et donc, encore une fois, je le répète, à l'initiative de cet événement. Objectif du CHEA, bien évidemment, pour les cadres de l'assurance, une mise à jour disciplinaire sur des fonctions de management, sur un secteur, vous le savez, hautement technique, des connaissances des pratiques nécessaires à l'exercice du management dans ce secteur, une confrontation aux pratiques managériales. Donc on est bien sur un dispositif de MBA avec une forte partie autour du management, bien évidemment, mais il permet aussi, ce CHEA, de rencontrer les grands dirigeants du secteur de l'assurance qui interviennent volontiers avec nous et vous propose, dans la mesure du possible, là encore les conditions sanitaires restreignent un peu nos ambitions sur ce point, mais en tout cas on fait le maximum pour vous offrir une expérience, notamment à l'international, et la découverte
marchés mondiaux. Voilà, très rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole puisque vous êtes venu écouter Véronique Riche-Flores, à qui je passe la main et que je laisse tout d'abord se présenter. Merci à vous et bon séminaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Véronique Riche-Flores, économiste indépendante depuis 2012. Et voilà, j'ai une minuscule entité de recherche à destination essentiellement des professionnels de la gestion d'actifs et quelques grandes entreprises. D'abord, je remercie Dauphine de me donner l'occasion de présenter quelques points de vue qui sont souvent des points de vue assez tranchés. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on me caractérise, qu'on me qualifie. Avec un sujet que j'avais proposé en fin de printemps. Malheureusement, j'ai eu quelques ennuis qui m'ont pas permis de faire cette présentation en temps voulu, mais on va retraiter ce sujet avec un petit peu d'actualisation puisque les choses vont vite, qui souhaitait traiter des politiques essentiellement de banque centrale, de leurs effets sur, bien évidemment, la croissance immédiate, mais plus fondamentalement sur l'évolution de nos économies, avec quand même le constat qui est presque de jour en jour plus clair, hein. C'est qu'entre les politiques de banque centrale et les perspectives de croissance, finalement, le fossé se creuse. Et la crise actuelle risque encore effectivement de creuser ce fossé. Donc ça pose naturellement beaucoup de questions et je vais essayer de traiter de ce sujet. J'ai gardé en réserve quelques illustrations un peu plus reliées à la situation conjoncturelle, parce que j'imagine qu'il y aura quelques questions. Sur ce sujet des questions, pour éviter les manipulations de plateformes, d'autant que je ne verrai pas vos questions, moi, parce que je suis en plein écran là, nous avons convenu effectivement que vous puissiez poser vos questions par la boîte de conversation et on les synthétisera et j'essaierai de répondre à toutes vos interrogations en fin de présentation. Voilà, on est parti pour normalement à peu près 40-45 minutes d'intervention, ce qui devrait vous laisser le temps pour intervenir. Alors, je dirais, premier constat, première évidence, et un peu plus évidente d'ailleurs depuis quelques jours. Si on veut connaître la situation économique, à l'évidence, il ne faut pas regarder ce que font les marchés financiers. Les politiques de banque centrale et les actions de gouvernement ont effectivement permis une récupération tout à fait extraordinaire des marchés boursiers en particulier et de toutes les classes, la plupart des classes d'actifs hautement risqués. Et vous voyez ici, le MSCI mondial a d'ailleurs dépassé son niveau d'avant-crise ponctuellement. La question étant aujourd'hui, est-ce que ce que nous racontent les marchés est justifié? Est-ce qu'on peut le valider avec des anticipations de croissance et de fonctionnement économique, croissance, inflation à moyen terme? Et sinon, pourquoi? Donc, une mise en question effectivement de ces réponses monétaires qui finalement de crise en crise s'accumulent au point d'atteindre des niveaux d'interventionnisme des banques centrales qui posent question. Nous sommes au lendemain de la crise, enfin au lendemain, pas tout à fait d'ailleurs, encore en pleine crise sanitaire. Une crise extrêmement violente, tout à fait inédite, qui est en train de remettre à plat probablement beaucoup de notre mode de fonctionnement international, avec plusieurs caractéristiques. Alors, on ne sait plus quel ordre donner. J'aurais pu commencer par le choc d'offres, mais finalement, c'est effectivement par celui-ci que cette crise s'est manifestée en premier, avec son impact en particulier sur l'économie chinoise, où on a très vite constaté que le reste
reste du monde risquait d'être à court de ressources, puisque les usines chinoises ne pouvaient ni fonctionner, ni exporter ou transporter leur production. Il y a donc des risques de rupture évidents. Il y a également un choc de demande d'autant plus important que la crise a conduit à des mesures de confinement ou de restriction de la mobilité des agents, des consommateurs en tout premier lieu, mais également des salariés, des travailleurs, des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont effectivement eu pour effet de finalement paralyser quasi totalement la croissance de la demande ou la demande pendant quelques semaines au printemps. Et probablement aujourd'hui, l'une des questions qui se pose effectivement à plus brève échéance, voire à moyen terme, c'est la capacité de cette demande à retrouver ses niveaux d'avant-crise. Et en particulier, derrière cette question, le comportement, l'évolution du comportement du taux d'épargne des ménages qui s'est littéralement envolé, je dirais, de manière obligée, contrainte, puisque les ménages ne pouvaient pas dépenser normalement. La question aujourd'hui est de savoir si effectivement on va retrouver un contexte économique suffisamment porteur et rassurant, j'ai envie de dire, pour permettre une normalisation de ce taux d'épargne. Vous voyez que le débat est encore très largement ouvert auprès des économistes et des responsables de politique économique parce qu'il s'agit effectivement d'un élément moteur. Mais je dirais qu'au-delà de ces points immédiats, je parlais du choc d'offres en Chine ou du choc de demande immédiat, on voit que ce trame, d'ores et déjà, ou que remontent à la surface des difficultés, des déséquilibres qu'on avait perçus depuis pas mal de temps au niveau de l'économie mondiale et que cette crise est en train d'exacerber. Il s'agit notamment des problématiques, par exemple, climatiques. Il s'agit de la contribution de la Chine à la croissance mondiale. Il s'agit du fonctionnement, de l'internationalisation de nos économies et des risques ou de la multiplication, d'ailleurs, des mesures protectionnistes ou de cette tentation protectionniste. Il s'agit de repenser un avenir qui forcément, on en a tous conscience, sera différent de la situation d'avant-crise, sans qu'on soit forcément à même d'anticiper dans quelle mesure et avec quelle rapidité ces changements vont intervenir. Ce qui est certain, et ceci est apparu très très tôt dès le début de l'épidémie, c'est que la croissance ou les perspectives de croissance structurelle sont amputées par les effets de cette pandémie, sans parler également de l'anticipation de nouveaux phénomènes effectivement sanitaires qui sont vraisemblablement amenés à se multiplier dans un contexte notamment de réchauffement climatique et de croissance encore très forte de la population mondiale. Alors, face à tous ces risques, effectivement, les marchés financiers ont eu très peur, et pas que les marchés financiers, les responsables de politique économique, les agents économiques ont eu très peur des mois de mars, avec ce qui a été marqué par une forte baisse des marchés. Et en réalité, ce qui s'est passé tout de suite, quasi instantanément, certains voient d'ailleurs dans cette capacité de réponse tout à fait exceptionnelle des banques centrales les leçons tirées de l'expérience de la crise de 2008. Probablement que cette première expérience a joué effectivement. Ce qui s'est passé de fait, c'est que les banques centrales sont très vite montées au créneau en inondant quelque part les marchés de liquidité, ces inondations ayant pour but premier de limiter le risque ou d'étouffer les risques financiers qui sont aujourd'hui parmi les risques les plus importants de stabilité de nos systèmes. On reviendra sur ce sujet qui, bien évidemment, est un petit peu également au cœur de cette présentation. On a donc des banques centrales qui, effectivement, ont non seulement racheté ou lancé des programmes de rachat massif des dettes publiques, mais également de rachat de quasiment tous les actifs à risque, les poches de risque étant largement disséminées dans différentes classes d'actifs, avec donc une première jambe de hausse, vous le voyez sur ce
ce graphique à droite, des bilans cumulés, je n'ai recensé ici que ceux de la Fed, la Banque du Japon, la BCE et la Banque populaire de Chine, considérables, à peu près 10% du produit intérieur brut d'ores et déjà de ces 4 pays. Et on le sait, ces actions ont été également suivies par des initiatives tout à fait inédites d'ailleurs, pour la plupart dans le monde émergent. Donc une action des banques centrales, pas forcément concertée, mais à peu près simultanée, qui a étouffé le coût du risque et qui a eu effectivement des effets spectaculaires sur les marchés d'actions, on l'a vu, mais également sur la plupart des classes d'actifs à risque. Je pense notamment au crédit corporate qui lui aussi a été finalement sauvé quelque part par ces actions. Alors, les actions se sont succédées, les banques centrales ont levé un petit peu le pied depuis l'été, il n'en reste pas moins aujourd'hui, on en est tous conscients, et les banquiers centraux en premier lieu, que ces actions sont probablement amenées à perdurer et que le régime d'intervention régulière des banques centrales dans nos économies est quelque chose qu'on projette comme étant probablement amené à durer, là, pour plusieurs raisons. On pourrait évoquer les perspectives de croissance, c'est un peu tôt, j'y reviendrai après. Je crois que l'élément majeur qui conduit à ce type de raisonnement, c'est que les niveaux d'endettement sont tels qu'effectivement, non seulement les États seraient littéralement en faillite si les banques centrales n'étaient pas intervenues, et depuis de longue date, depuis 2008, mais également de larges pans du secteur privé, que ces dettes vont être très longues à résorber et que se pose la question d'ailleurs d'une éventuelle incapacité à résorber ces dettes, et que dans un tel contexte, effectivement, le risque financier récurrent est à l'esprit de tout un chacun et que ce risque devrait conduire effectivement à maintenir, quoi qu'il en soit, des politiques hyper accommodantes. C'est la communication de la Réserve fédérale américaine de la semaine dernière ou du début de cette semaine, je ne sais plus, pardonnez-moi, en tout cas toute récente, qui nous promet également 3 années sans mouvement de ces taux directeurs, avec des mouvements à long terme, mais qui restent très en deçà de ce qu'on a connu par ailleurs, et probablement que ce soit la BCE ou la Fed, ne cessent de rappeler qu'elles pourront revenir et compléter leurs actions pour effectivement faire face aux risques. Donc, une période incontestablement de quantitative easing durable, de politique donc non traditionnelle, qui est amenée à se prolonger. Pour combien de temps ? Qui sait? Moi-même, j'ai parlé de quantitative easing pour l'éternité il y a quelques trimestres et avant la crise sanitaire du reste, parce qu'effectivement, nous avons à la fois des raisons, des changements économiques structurels très importants qui conduisent à considérer que cette aide va être durablement nécessaire, et également une financiarisation de nos économies qui fait que le risque financier est considérable et que face à ce risque, effectivement, à brève échéance, on n'a rien trouvé de mieux que les interventions des banques centrales. Alors se pose la question néanmoins, effectivement, de cette dette perpétuelle, puisque qui dit financement par les banques centrales des dettes dit qu'on peut continuer à vivre en s'endettant, et les derniers trimestres, les derniers mois ont montré à quel point effectivement le recours à la dette était nécessaire, et ce qui pose la question effectivement de la soutenabilité de ce modèle-là. Finalement, on est dans un contexte où effectivement le surendettement perpétuel paraît le modèle qui s'impose à nous. Et la question étant, alors pourquoi il s'impose? D'abord parce que la dette ne coûte quasiment rien, pour cause, les banques centrales font qu'elle ne coûte rien, que les mesures traditionnelles de politique budgétaire, on pense par exemple à des hausses d'impôts, seraient totalement inefficaces dans un contexte économique beaucoup trop fragile, et en l'absence d'inflation, au moins d'inflation cyclique, et c'est là qu'on voit également l'influence
la restriction qu'impose un environnement de faible croissance et surtout de faible inflation structurelle sur les marges de manœuvre de la politique économique. Et finalement, alors jusqu'à il y a quelques années, on pouvait douter de la capacité d'une banque centrale à aller dans le sens effectivement d'un quantitative easing durable, avec cette idée que cette politique ou ce type de politique créerait une défiance en la monnaie. Or, aujourd'hui, finalement, cette défiance en la monnaie, à partir du moment où la plupart des grandes banques centrales, au moins, mais y compris, je le mentionnais tout à l'heure, dans beaucoup de pays émergents, mènent peu ou prou la même politique et ont peu ou prou les mêmes actions, en réalité se dilue puisque effectivement il n'y a plus de pays particulièrement visés. Donc on peut continuer, nous dit-on, à fonctionner de la sorte sans grand risque. La question est néanmoins pour quelle efficacité, parce que effectivement c'est probablement de l'efficacité de telle politique que viendra in fine le risque et la possibilité de continuer ou non sur cette voie-là. C'est un peu le sujet que j'adresse ici, avec comme démarche, la première consistant à revenir sur le bilan rapide, mais le bilan en termes économiques et de croissance économique de ces politiques menées depuis la crise de 2008. Donc l'historique est maintenant suffisamment long pour qu'on commence effectivement à pouvoir en déduire un certain nombre de conclusions. La première conclusion évidente, c'est que malgré les efforts de politique monétaire de ces 10 dernières années, voire un petit peu plus, finalement, la croissance est restée relativement amorphe, notamment dans le monde développé. Croissance amorphe, pourquoi? Eh bien, principalement parce que la croissance des gains de productivité n'a pas redécollé, n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la crise de 2008. Vous avez un petit graphique ici qui vous montre l'évolution de la productivité. Donc, les lendemains de crise ont été très porteurs, un rattrapage très rapide. Vous voyez qu'en moyenne, après, effectivement, les gains de productivité sont restés anormalement faibles par rapport au passé et qu'en tendance, on voit ce qu'on a perdu sur le long terme, in fine, qui est considérable. En l'absence de gains de productivité, eh bien, de gains de productivité suffisants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la capacité à distribuer des revenus, à créer de l'emploi, à investir est réduite et que le partage de la valeur ajoutée, précisément qui va dépendre de ce qu'offre la croissance des gains de productivité, eh bien, va se retrouver plus serré puisque au lieu d'avoir à distribuer des gains de productivité de l'ordre de 2%, eh bien, on a pu distribuer que des gains inférieurs à 1%. Donc, forcément, les conséquences de cela sont d'une part un ralentissement de la croissance et du potentiel de croissance. Je vous rappelle qu'une définition de base de la croissance économique, c'est la croissance de la productivité plus la croissance de la population en âge de travailler. Voilà, nous savons que nous sommes face à un phénomène de vieillissement avec une décélération extrêmement rapide de la partie population, de la partie démographique, et s'ajoute à cela ces gains de productivité de plus en plus faibles. La résultante, effectivement, ça a été que même aux États-Unis, où le cycle économique a été extrêmement long, puisqu'on a eu un cycle finalement le plus long de l'histoire, vous voyez que ce cycle a été finalement très peu redistributif, où avec une bulle orange qui représente la croissance de l'emploi proportionnellement aux autres cycles et à la durée du cycle, vous voyez donc une très faible croissance de l'emploi in fine durant ce cycle, également une croissance du revenu par tête beaucoup plus faible que ce qu'on avait eu par le passé. Donc on voit que malgré des efforts de politique monétaire tout à fait inédits d'ores et déjà, les retours en termes de rentabilité économique, si je peux dire, ont été assez faibles. Et encore, on parle ici des États-Unis et pas de l'Europe ou de la zone euro. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que nous avons constaté, pendant toutes ces années-là, une faiblesse devenue chronique des dépenses d'investissement des entreprises.
Vous avez ici une représentation de ce qui s'est passé au niveau de l'OCDE. Je vous laisse deviner ce qu'on peut envisager effectivement après la crise actuelle, hein, qui est finalement une amplification, un nouveau coup dur, hein, et une amplification probablement de l'écart par rapport à la moyenne de long terme qui est ici. Une faiblesse chronique de l'investissement productif qui effectivement s'explique par quoi? Eh bien, alors, par plusieurs, en réalité, par bien des éléments, et notamment par les changements structurels qui créent beaucoup d'incertitudes pour l'investisseur dans l'économie réelle. Quand on parle de changement climatique, même si on en a beaucoup moins parlé au cours des 10 années passées qu'aujourd'hui, ou de changement de structure démographique, ou de tout un tas de choses et des changements structurels de l'économie chinoise, de la démondialisation, etc. Tout ceci sont effectivement constituent des facteurs de frein à l'investissement, à l'initiative de l'investissement. Il n'en reste pas moins que la meilleure explication que l'on trouve aujourd'hui à cette faiblesse de l'investissement réside dans le surendettement des entreprises, qui n'est pas une situation nouvelle consécutive à la crise sanitaire, mais qui est une situation qu'on connaît malheureusement de longue date. Et ce qu'on constate effectivement sur les 10 années écoulées depuis la crise de 2008, c'est que finalement, les pays les plus endettés sont naturellement ceux qui ont le moins investi. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les seuls pays dans lesquels on a eu un peu de croissance de l'investissement un peu substantiel, voire supérieur à ce qu'on avait dans les autres pays, sont les pays précisément dans lesquels il n'y avait pas de problématique de surendettement, parce que ces pays-là n'avaient pas participé à la bulle de l'endettement des années 2000. Je pense à l'Allemagne et au Japon, qui s'étaient endettés avant et qui étaient plutôt en phase de désendettement, mais également à la Corée. Or, aujourd'hui, bien évidemment, nous avons eu des politiques anti-crise pour faire face à l'épidémie qui ont permis de sauver les entreprises, hein, et dont la contrepartie, dans de nombreux cas, a été effectivement d'amener des financements, donc d'augmenter la dette des entreprises. Hein. Et vous voyez qu'aujourd'hui, déjà avant la crise, nous avions un niveau d'endettement des entreprises à l'échelle mondiale qui était extraordinairement élevé, autant du côté des économies avancées que du côté des pays émergents. La courbe orange du monde émergent étant surtout alimentée par ce qui s'est passé en Chine, avec une convergence des taux d'endettement qui laisse effectivement penser qu'il y a assez peu d'écart entre les différents pays de la planète en réalité, ce qui est effectivement constaté tous les jours. Alors, moins d'investissement pour cause de surendettement, qui dit moins de croissance de productivité. Je vous disais, ceci a un effet immédiat sur la distribution ou le côté redistributif de la croissance. On voit dans cette slide ici, attendez, je vais fermer une petite fenêtre pour pouvoir voir les numéros de page que je ne vois pas, c'est pas grave, j'espère que vous suivez bien. Le graphique à gauche qui représente la croissance des gains de productivité et celle de la masse salariale par tête. Ce qu'on voit effectivement qui n'est pas une surprise, c'est qu'il y a une corrélation et que moins vous avez de croissance de la productivité, moins vous distribuez de salaire, et puis le partage salaire-profit devient conflictuel quelque part. Hein. C'est le gâteau qui se rétrécit, avec pour conséquence effectivement d'abord de peser bien évidemment sur la croissance des revenus des salariés et des ménages en général, et de créer des situations dans lesquelles en réalité non seulement la croissance de la demande est réduite, mais l'accès au crédit par les salariés ou les personnes qui effectivement dépendent de leurs revenus, du revenu du travail distribué, eh bien, s'en trouve réduit. Donc, on a le double aspect, moins de croissance de revenus, et ce qui est assez logique d'ailleurs, moins d'accès au crédit également, ce qui a pour effet de ralentir le potentiel, de peser sur le potentiel de croissance de la demande, et in fine, de creuser les écarts de situation entre les différentes populations. En particulier, la population dont les revenus sont essentiellement les revenus du travail salarié, qui vont souffrir de la faiblesse des gains de productivité, et la population qui, elle, qui a des revenus plus
plus lié à son patrimoine, à son capital, et qui va pouvoir effectivement profiter des effets bénéfiques des politiques monétaires sur les prix d'actifs. Et quand je dis prix d'actifs, on englobe bien évidemment les prix d'actifs financiers et immobiliers. Alors, dans des populations ou des pays dans lesquels l'âge moyen de la population augmente, parce que nos populations vieillissent, dans lesquelles la part des retraités dont les revenus sont en général plus souvent liés aux revenus du patrimoine qu'aux revenus d'activité, de facto, eh bien, ces changements-là et in fine ces politiques monétaires tendent à accentuer ces écarts de situation, avec comme conséquence économique, si finalement on synthétise ces enchaînements: surendettement, sous-investissement, faible productivité, on vient de le dire, tarissement des sources de croissance de la demande. De l'autre côté, bien évidemment, puisqu'on a moins de demandes, faible inflation, des banques centrales qui visent un objectif d'inflation de moins en moins accessible, donc, et qui cherchent à lutter contre cette situation en pratiquant du quantitative easing, qui profitent au prix d'actifs, pardon, mais dont on a compris effectivement qu'ils avaient très peu d'effets sur l'investissement, voire des effets sur le long terme délétères, parce que ce quantitative easing pressurise le niveau des taux, facilite le recours à l'endettement, qui lui-même va nuire à l'investissement productif. Donc on a finalement un système qui devient extrêmement pernicieux, malgré le caractère indispensable des aides et des interventions des banques centrales face notamment aux crises des marchés financiers et aux crises qu'on a traversées récemment. Donc, en réalité, on est dans une situation qui donne de plus en plus le sentiment d'évoluer vers une économie de rente. Il y a, on l'a vu, pardon, sur la page 17 précédente, on voit bien le partage de la richesse nationale. Bon, aux États-Unis, les statistiques sont toujours plus abondantes et plus accessibles, donc il y a beaucoup d'illustrations qui sont américaines, mais qui reflètent finalement des mouvements beaucoup plus globaux, européens, voire bien au-delà, et une concentration de la richesse, effectivement, qui devient extrême, avec des effets finalement de plus en plus négatif sur la capacité de nos économies et de nos entreprises à investir, puisqu'en réalité, à partir de là, les perspectives de rendement d'investissement économique sont structurellement impactées, structurellement réduites, et que vous prenez également de plus en plus de risques. L'investisseur prend de plus en plus de risques en tentant d'investir dans l'économie réelle plutôt qu'en se mettant sous l'aile protectrice des banques centrales et en investissant sur les marchés financiers. Donc tout ceci, effectivement, je crois, souligne les limites du système dans lequel nous sommes et l'impact négatif sur le long terme, sur effectivement la capacité d'améliorer notre capital productif et donc notre productivité. Ça conduit incontestablement à terme, et certains n'ont pas attendu ce terme, on voit le débat en Allemagne notamment, à poser la question de l'efficacité de ce système, de la puissance grandissante des banques centrales et de leur influence croissante sur les rouages économiques. Et ça peut conduire effectivement à poser la question démocratique. Je crois que c'est le président de l'IFO qui avait très bien exprimé cela en disant finalement on a des gouvernements qui sont là pour agir sur nos économies et qui sont élus par la population. Et puis on a des banques centrales dont ce n'est pas le rôle. Et si on laisse trop de pouvoir aux banques centrales, se pose la question de la légitimité de cette action. Et c'est un sujet démocratique. À partir de là, on comprend mieux d'ailleurs une certaine opposition allemande à l'égard de ce que peut faire une banque centrale européenne. Et on voit que le sujet mérite quand même réflexion, même si l'attitude peut être animée par d'autres inquiétudes de la part de certains pays qui effectivement préféreraient une action qu'on partage moins les efforts.
Alors, où en sommes-nous? Je pense que peu à peu, la crise actuelle, la crise sanitaire, pardon, a montré à quel point finalement le système risquait d'aller vers des impasses, et à quel point il était nécessaire de changer la donne pour effectivement essayer de rétablir cela. Et rétablir cela, c'est finalement le retour du politique. Le retour du politique pour redonner, pour tenter de réorienter effectivement ces sommes, ces liquidités vers les sortir quelque part des marchés financiers pour les ramener vers l'investissement productif. Et je pense qu'il y a là un sujet de fond qui s'exprime aujourd'hui par une reprise en main du politique, de l'action économique par le politique. Ce sont les politiques de relance qui sont mises en place un petit peu partout. Toute la question étant de savoir si ce sera suffisant compte tenu des enjeux. Pardon. En Europe, on a de fait, grâce là aussi à ces conditions tout à fait exceptionnelles offertes par la BCE, qui est passé outre toutes les limites qui lui étaient imparties ces dernières années, des initiatives tout à fait inédites, effectivement, de plans de relance, avec cette annonce d'un programme de relance pour les 7 prochaines années, qui est tout à fait historique. Il n'en reste pas moins qu'il manque beaucoup. D'abord en termes de montants, ces montants-là sur l'ensemble du budget européen, finalement, représentent pas grand-chose. Ils représentent à peu près 0,8% du produit intérieur brut actuel pour chacune des années. Ce n'est pas rien, puisque ça vient en complément de ce que ont fait les États, mais c'est certainement pas à la hauteur des enjeux actuels, surtout sur lesquels je reviendrai juste après, pardon. Et ce qui manque surtout, je dirais, c'est pas tant les montants, c'est l'axe politique et le fait qu'on peut distribuer des milliards, on n'est pas du tout certain que ces milliards seront utilisés à bon escient et qu'ils seront efficaces pour recréer de la croissance immédiatement, pour créer un choc positif de croissance dont nos économies ont besoin. Et par ailleurs, on constate des divergences qui sont quand même frappantes, notamment entre les deux principaux acteurs européens, l'Allemagne d'une part et la France. La France a annoncé un plan de relance considérable, là aussi inédit, qui néanmoins est une sorte d'amalgame entre des objectifs stratégiques de long terme, compétitifs, sociétaux, climatiques, qui finalement donnent le sentiment de diluer la force de frappe ou de risquer d'amenuiser la force de frappe de ce dispositif qui est absolument nécessaire à court terme. Et d'ailleurs, quand on regarde la répartition des montants, sur les 100 milliards, il n'y en a que 30 prévus pour 2021. Donc, rien d'immédiat pour 2020. Je dirais, on a fait déjà beaucoup, hein, c'est certain. Relativement peu pour 2021. Beaucoup de programmes d'infrastructure, par ailleurs, qui risquent de déborder l'objectif fixé, enfin le timing fixé, et de déborder au-delà de 2022. Donc, finalement, quelque chose qui, à la fois, n'est pas du tout concentré en termes d'action, action choc, et qui est très étalé dans le temps. Face à cela, vous avez l'Allemagne qui, elle, privilégie l'immédiat, qui ne parle pas de plan de relance d'ailleurs, hein, qui a pris un certain nombre de dispositifs de soutien depuis le début de l'été, qui sont complètement à l'opposé de la stratégie française. C'est-à-dire on agit, c'est une stratégie de choc pour contrer les effets immédiats de la crise sanitaire, avec un soutien aux ménages, aux revenus, une politique de demande en réalité, sachant que l'Allemagne a fait autant que nous auparavant et a une situation qui ressemble très clairement à la française en termes de taux d'épargne, etc. Du soutien, de l'aide massive au redémarrage des entreprises et des mesures de recapitalisation, en fait un immense programme de recapitalisation des entreprises les plus touchées. Tout ceci concentré sur l'année 2020 et un petit peu 2021, puisque tout ne peut pas être concentré en 6 mois. Avec des conséquences d'ores et déjà. Alors, premier constat,
Hein. On a France-Allemagne qui vont main dans la main, qui ont réussi effectivement à faire adopter ce plan de relance européen et finalement qui s'orientent elles-mêmes sur des voies assez clairement divergentes lorsqu'on regarde ce que les deux gouvernements annoncent. Et une conséquence d'ores et déjà importante sur l'influence des politiques publiques en termes de croissance. À droite, vous avez la contribution des dépenses publiques et des dépenses d'investissement public à la croissance du premier semestre, la croissance du PIB du premier semestre 2020. Vous voyez que l'Allemagne est légèrement positive, la France a été extrêmement négative. Bien évidemment, une partie de cet impact négatif tient au confinement et à l'impossibilité tout simplement de réaliser un certain nombre d'investissements programmés ou de dépenses publiques programmées, donc sera corrigé probablement en partie au troisième trimestre. Il n'en reste pas moins que l'angle pris par la politique allemande est beaucoup plus agressif et portera beaucoup plus ses fruits à brève échéance, c'est indéniable. Plus encore, pardon, je prends un petit peu d'eau. Plus encore, pourquoi ces politiques sont compliquées et pourquoi on a envie de secouer quelque part les responsables politiques, c'est qu'on a bien évidemment les enjeux de la crise sanitaire, mais je dirais au-delà de cette crise sanitaire, des défis structurels de l'économie mondiale qui ne sont pas arrivés du jour au lendemain, qui sont présents depuis très longtemps, qu'on ne pouvait occulter et que beaucoup ont occulté, mais qui ont été remis sur le devant de la scène avec l'impact très négatif de la crise sanitaire, qui effectivement nécessite qu'on bouscule complètement l'environnement économique et les politiques économiques. Or, aujourd'hui, eh bien, les programmes de relance, lorsqu'ils sont adoptés, c'est-à-dire essentiellement en Europe, les États-Unis pour l'instant n'ont pas été en mesure de prendre ces dispositions, on y verra plus clair sans doute après les élections, mais le temps urge. Le reste du monde et la Chine finalement prennent des dispositions, mais on voit bien que les effets sont très limités et pour cause, la Chine est surendettée et a beaucoup moins de force de frappe à ce niveau-là également. Et on est à la veille effectivement de difficultés économiques probablement accrues par le fait que la croissance durablement faible, le creusement des inégalités, les difficultés des politiques à gérer cette situation structurelle tout à fait nouvelle attisent et viennent aiguiser effectivement les tensions géopolitiques et les tensions commerciales internationales. Donc on a une situation qui est critique à la fois sur le plan international parce qu'elle devient critique sur le plan domestique et que l'épidémie en menaçant d'alimenter un chômage de masse sur fond d'hyperfinanciarisation de nos économies. Ça veut effectivement dire des économies, des sociétés beaucoup plus fragmentées, un risque social et politique beaucoup plus important. Donc effectivement, nous sommes en face de beaucoup de changements structurels, parmi lesquels sans doute l'un des plus importants me semble provenir de ce qu'on perçoit depuis plusieurs années maintenant, de ce mouvement, de cette tendance à la démondialisation qui est alimentée par tout un tas de phénomènes et peut-être le plus important d'entre eux, le changement de sous-jacent démographique. Nous venons d'une période de très forte croissance de la population en âge de travailler, la population d'âge actif à l'échelle mondiale, qui déjà s'est considérablement infléchie ces dernières années. Cette forte croissance passée a été accompagnée et a probablement été l'un des terreaux les plus fertiles à la mondialisation, à l'ouverture des frontières, au fait qu'on aille chercher des ressources plus loin, qu'on fasse circuler le capital. Ce mouvement-là est aujourd'hui en train de se replier, il est en train de s'inverser en fait depuis plus de 10 ans maintenant, avec pour conséquence effectivement que la contribution des échanges mondiaux à la croissance est de plus en plus faible. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, vous le voyez sur le graphique de droite de cette slide, dont je ne vois pas le numéro, mais j'espère que vous me repérez. Cette slide qui représente effectivement un indicateur d'intensité des échanges mondiaux, production industrielle sur volume des échanges mondiaux, rien de bien original ici, qui montre à quel point la cassure a été importante depuis la crise et qui montre surtout
à quel point, eh bien, notamment les économies les plus ouvertes sur le commerce extérieur ont eu des résultats économiques complètement conditionnés par ce qu'elles ont drainé sur ce marché mondial. Et je pense notamment à l'Allemagne. Ici, vous avez un indice de productivité industrielle en Allemagne. Et on voit à quel point, effectivement, ce changement de sous-jacent du commerce mondial peut impacter nos économies et particulièrement les plus ouvertes d'entre elles. La Chine, aujourd'hui, alors d'où vient ce retournement? Il vient, je l'ai annoncé, d'un certain nombre de changements démographiques qui vont de pair avec une raréfaction de la croissance de la demande de biens et au profit des services. Les services circulent beaucoup moins que les biens, qui vont de pair également avec le fait que la Chine a atteint un niveau de développement qui aujourd'hui ne lui permet plus de continuer à croître comme elle l'a fait, d'autant que sa dette s'est considérablement accrue depuis le début de la décennie dernière. Donc ici à gauche, vous avez la contribution des importations chinoises, les importations chinoises à l'égard des principaux pays exportateurs du monde. Vous voyez à quel point la reprise de 2010-2011 a été tirée par l'impulsion chinoise. Aujourd'hui, la Chine n'a plus ces moyens-là. Et effectivement, cette absence de locomotive chinoise veut dire probablement un environnement durablement plus restreint, de moindre croissance à l'échelle mondiale. Vous avez sur cette slide intitulé « Qui quoi pour remplacer le facteur manquant ?» la contribution des importations chinoises à la croissance mondiale. Vous voyez à quel point, effectivement, le sursaut de croissance mondiale des années 2000 s'explique en bonne partie par le rôle de la Chine et en particulier à l'égard du monde émergent, mais pas que, on sait que c'était une dynamique internationale globale. Donc tout ceci effectivement pose question. On peut dire mais c'est pas grave parce que maintenant l'industrie on a compris que c'était le monde d'hier et on va aller vers des activités de service. Les activités de service en tendance se distinguent, ont toujours du mal à évoluer quand elles ne sont pas soutenues par l'activité manufacturière parce que bien évidemment beaucoup des services dépendent tout simplement de la vie industrielle. Et je dirais qu'aujourd'hui vient s'ajouter à cela l'impact de la pandémie, qui est très difficile à anticiper, bien évidemment, mais dont on comprend bien que les conséquences sur le trafic touristique, notamment et les activités touristiques, sont probablement amenées à durer, avec des pertes là structurelles, au moins pour 3 à 5 ans. Et je pense qu'on peut décemment se caler sur, par exemple, les projections de l'industrie aéronautique pour imaginer un petit peu ce qu'on peut envisager en termes touristiques globaux. Donc, tout ceci pour dire, eh bien, malgré tout, malgré toutes ces politiques, ces initiatives monétaires, ces initiatives budgétaires également, on est encore face à un risque non négligeable de déception sur la croissance, un scénario que j'avais pris au début, que j'avais qualifié moi-même de HUL, qui n'était pas très bon, c'était le U suivi d'un L. Et puis finalement, j'ai emprunté l'appellation du gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, qui est quand même un peu plus élégante que mon HUL, l'aile d'oiseau, avec ce risque effectivement que cette aile d'oiseau finalement plie avant d'avoir pu se déployer correctement et suffisamment longtemps et avoir pu prendre de l'envergure, ce qui effectivement représente un risque à la fois de déception sur lesquels les marchés financiers, à l'égard duquel les marchés financiers risquent d'être très sensibles, une difficulté à envisager un quelconque scénario de reflation dans un tel cas de figure, probablement un risque géopolitique accru et peut-être bien également un risque souverain à nouveau possible à terme, une fois qu'effectivement, face à des situations dans lesquelles non seulement on aura fait déjà des efforts considérables avec à la clé des situations budgétaires souvent critiques, mais peu de retour économique. Donc un chômage probablement durable également,
Pourquoi? Parce qu'effectivement, les activités de service ont été laminées par la crise et qu'on voit bien que les nouveaux services, les nouvelles technologies, etc., auront probablement beaucoup de mal à se substituer à ces services qui avaient permis notamment d'accélérer l'inclusion des populations sur le marché de l'emploi. Donc, très peu d'arguments en faveur d'un retour de l'inflation cyclique. Là aussi, qui dit baisse de la croyance ou des anticipations d'inflation cyclique par les marchés, dit en général environnement plus compliqué, notamment pour les variables cycliques. Et finalement, on arrive à des scénarios, quand il s'agit de peser le pour et le contre, à privilégier un scénario, même si l'incertitude est encore assez élevée. Vous le voyez avec les probabilités attitrées à chaque scénario, privilégier un scénario où finalement les velléités de changement seraient sans suite, ce qui bien évidemment se conclut par beaucoup d'inquiétudes sur ce qui pourrait advenir, à la fois en termes de marché, d'environnement économique d'une part, d'environnement géopolitique et stratégique de l'autre. On comprend bien, on a bien compris que plus il sera difficile de retrouver de la croissance ensemble, plus on va sans doute batailler les uns contre les autres. Donc, c'est un ferment, effectivement, à la montée du protectionnisme et des guerres commerciales. Et, in fine, eh bien, au constat que même avec ce soutien monétaire extraordinaire, les marchés financiers ne sont même plus à l'abri. Parce qu'en réalité, quand on regarde le détail, on voit bien que l'absence de risque et les liquidités ont surtout créé des bulles là où on avait encore l'espoir de croissance, c'est-à-dire sur les nouvelles technologies. Alors que quand on corrige les indices actions américains, notamment de la partie des valeurs technologiques, on voit un marché action qui traîne la patte, qui n'a pas fait davantage que le marché européen et qui aujourd'hui, depuis quelques jours en réalité, est effectivement en train de prendre conscience de perspectives nettement moins favorables, avec un risque financier qui revient dans le sillage. Alors, on n'est pas très inquiet à court terme. On n'est pas très inquiet parce qu'effectivement, on se doute que les banques centrales vont revenir à la charge et que le pouvoir des banques centrales, l'histoire japonaise nous le rappelle, est considérable pour soutenir les bourses. Il n'en reste pas moins que tout ceci crée de la volatilité, que cette volatilité commence également à imprégner les marchés d'actions, de taux d'intérêt effectivement, qui sont également malmenés par l'évolution des marchés des matières premières, eux-mêmes sous influence des tensions géopolitiques croissantes, et que tout ceci finalement se reflète bien quelque part dans la perte de confiance de la monnaie, et je crois que la meilleure illustration de cette perte de confiance nous est donnée par la performance des cours de l'or, qui probablement effectivement est amenée à durer.